Et bonjour à tous. Donc si j'ai bien compris, vous êtes dans le futur. C'est pour vous lundi, il est 16 heures et moi je suis donc dans le passé, puisqu'on est jeudi, il est 18 heures. Et j'essaie tant bien que mal de faire cette introduction depuis tout à l'heure. Introduction qui sert à faire le début de cette mini-présentation pour le cercle de conférence du Chant du Cygne, à l'initiative de Simon Renaud, auquel je remercie grandement de m'avoir invité, parce que c'est un très beau panel et je suis très honoré d'y participer. Pendant cette petite présentation, je vais tout simplement en fait, vous présenter un petit peu qui je suis, quelle est un petit peu ma pratique dans les grandes lignes, comment la technologie s'insère dans ma pratique, puisque finalement elle est au cœur de celle-ci, et surtout en mettant l'accent sur comment le machine learning ou l'intelligence artificielle, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, euh, c'est petit à petit, on va dire, inséré dans la pratique à la fois d'un côté technique en termes d'outils, et à la fois en termes de possibilités créatives. Et pour finir en fait sur un petit peu une sorte de présentation de quelques ressources et de quelques techniques que si vous êtes curieux, en tout cas pourrez peut-être un peu explorer, un petit peu regarder pour tout ce qui concerne ce grand mot qu'est le machine learning. Voilà, et particulièrement dans le domaine créatif. Donc je change ma petite scène, c'était comme ça, super. Donc pour me présenter rapidement, en fait en faisant la présentation ce matin, il m'est venu à l'idée de décrire un petit peu tous les mots-clés qui me passaient par la tête en pensant à chaque fois aux termes qui ont été un petit peu employés en me désignant, en sachant que j'ai beaucoup de mal à définir ma pratique moi-même. Je trouvais que c'était un petit peu pas mal de les mettre un petit peu tous sur le papier digital en tout cas. Donc voilà, c'est plusieurs mots, hein. Il y en a quelques qui sont exagérés, mais souvent c'est des choses qui reviennent. Donc développeur, voilà, codeur créatif, designer, informaticien, technicien, parfois magicien aux yeux de certains, graphiste mais pas trop, full stack engineer, etc. Enfin tout ça c'est voilà, c'est des mots qui sont employés. Parfois je dois me positionner en tant que... Je dois faire des choix, me positionner en tant que tel ou un tel. Mais en vérité, je ne suis expert en rien et spécialiste en rien. C'est un petit peu toutes ces choses-là que je vais explorer, mais toutes ces pratiques se font en tout cas autour du code et de la création en général, dans plein de contextes différents, que ce soit contexte artistique global, scénographique, parfois du travail de commande commerciale, de la pure recherche aussi, de la pédagogie avec pas mal de workshops, enfin voilà, beaucoup de choses qu'on va essayer de voir un petit peu par la suite. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que au final j'ai un peu pris tous ces mots et si j'essaie de les condenser et d'en faire une sorte d'intitulé un peu général, je trouvais que ça c'était pas trop mal. Design interactif et recherche, parce que je suis pas vraiment un designer, mais je programmer, parfois c'est designer aussi. Encore une fois, je travaille beaucoup avec le code, mais surtout c'est beaucoup de recherche et comment, grosso modo, utiliser les technologies et essayer un petit peu de les manipuler, de les changer, de les transformer, de fabriquer des outils. C'est une sorte d'ébullition un petit peu comme ça autour de la technologie, et en particulier grâce à l'open source, surtout. Qui a permis un petit peu au fil des années, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans, de, euh, de créer un petit peu ce parcours parfois très cohérent, parfois très erratique, qui est le mien, et qui est un parcours en général fait autour de la collaboration surtout. J'ai très peu de projets personnels, mais surtout, c'est voilà, surtout beaucoup de collaboration, ce qu'on va voir un petit peu par la suite. Donc là, je vais lancer ça. J'espère que ça va pas tout faire ramer. On verra à l'export. Parce que
eu des problèmes tout à l'heure. J'ai utilisé ce slide un petit peu drôle. En fait, j'ai repris des vieilles vidéos d'expérimentation d'il y a, je sais pas, il y a eu plus d'une douzaine d'années pour la plupart. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de tout, des choses complètement débiles, de la réalité augmentée, essayer de trouver des formes avec la caméra, utiliser la Kinect, etc. Enfin voilà, tout ça, ce slide en tout cas, c'est pour expliquer qu'à la base, en tant qu'autodidacte, hein, finalement, puisque j'ai pas non plus un parcours, on va dire, académique de haute volée, c'est surtout par la curiosité, je pense que je suis rentré un petit peu dans ce milieu-là, et aussi grâce à l'accès et à la communauté, en tout cas de tous les gens qui sont autour du code et de la création de projets numériques en général. Donc là, je vais enchaîner un petit peu sur les petits projets, je vais essayer de faire brièvement. En fait, je les ai classés dans plusieurs catégories. En fait, assez vite finalement, après quelques temps, j'ai eu l'opportunité voilà, de faire pas mal de projets de scénographie. Donc ça, c'était un petit peu, comment dire, pas le début de la professionnalisation, mais le début un petit peu des grands projets. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il faut quand même que je pense à citer les gens parce que il y en a pas mal là-dedans qui sont des collaborations aussi. Donc ça, il y a des projets qui ont été faits beaucoup pour le Festival Nuit Sonore, avec Superscript, notre projet avec Yves Kazerg, la scénographie d'Angers qui est là, qui a été fait avec lui-même et Raphaël Siboni. Ça fait partie un petit peu voilà, de l'époque où grosso modo, je pense que j'avais assez expérimenté avec les choses pour pouvoir commencer à vraiment construire des vrais outils. Et en fait, très rapidement, on a eu l'opportunité de créer des choses un peu à grande échelle, alors que bon voilà, on était un petit peu tout jeune et petit à petit, ces projets-là se sont transformés, ont pris ces formes-là. Et ça a été des terrains d'expérimentation, en tout cas, pour lier le code et le physique, en tout cas, et le design, puisque là, c'est vraiment le code qui fait de la lumière, qui s'insère dans un espace, etc. Et voilà, autant vous dire qu'on va pas parler de machine learning parce que ça c'est des projets qui sont assez vieux, mais bon voilà, ça me permet de vous montrer un petit peu les types de projets qui ont pu me faire un petit peu évoluer. Donc ça, tout à l'heure quand je vous parlais un petit peu d'outils, c'est une vidéo qui se lance pas. Donc ça fait partie voilà, des projets scénographiques de l'époque. J'ai divisé les deux fenêtres pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement global, hein. En fait, on va dire que les lumières, c'est un terrain de jeu, on va dire, pour pouvoir faire des explorations autour des animations. Et à l'époque, l'idée c'était voilà, vraiment de créer ses propres outils, comme on peut voir dans la vidéo à gauche. Donc ça fait partie voilà, par exemple, un exemple de projet Céno, où à gauche on peut voir l'outil un peu rudimentaire de l'époque qui avait été vraiment créé par rapport au contexte scénographique, et à droite le résultat. Donc on était vraiment dans une démarche ultra... bon, on a une technologie, LED, on peut en avoir tant, on peut les mettre dans un espace. On a des langages de programmation ouverts, donc là à l'époque c'était Open Frameworks. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, hein, grosso modo. Et donc ça a un petit peu fait émerger tous ces projets-là qui en général voilà, se sont toujours adaptés un petit peu en fonction du lieu, de l'espace, etc. Et aussi un super terrain d'expérimentation graphique, puisque comme en fait le fait de faire ses propres outils, ça permet de faire un petit peu ce qu'on veut. On a pu vraiment, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais travailler sur des projets qui en tout cas essaient d'avoir du sens en termes de composition graphique et en termes de principes de design et d'animation, voilà, avec énormément de liberté.
Après, voilà encore un petit exemple d'autres projets, ça c'est quelques temps après, on reste dans la scénographie, mais on est dans la vidéo. C'était voilà, un projet pour Danger, donc l'idée c'était de pouvoir visualiser exactement tout ce que lui faisait sur scène avec son logiciel Ableton Live et pouvoir le transposer en fait sur un grand écran dans une esthétique qui est la sienne, de ces gros boutons, ces gros potards, etc. Donc je vous montre un petit peu la vidéo à droite, qui est le rendu final, et à gauche, qui est aussi la partie expérimentation du début plutôt simple, c'est-à-dire comment on peut lier à un logiciel de quelqu'un qui fait du son, comme un DJ, donc Danger, et comment on peut faire le lien entre les deux et faire des choses. Donc on est toujours aussi dans l'expérimentation, enfin en tout cas enfin, à l'époque, je me rappelle, c'était déjà aussi un petit peu fou de faire ça, même si aujourd'hui ça paraît tout à fait naturel. Mais voilà, donc c'était aussi une démarche en tout cas d'étudier les liens entre voilà, ce qui se passe sur scène, le son et comment le transposer sur un écran. Un autre projet rapidement, encore une fois en montrant un petit peu l'envers du décor et en montrant le résultat, ça c'était avec le studio 5 Fruits qui a fait la direction artistique, qui était pour Brodinski. Donc là on est toujours sur de la vidéo sur scène, mais de la vidéo générative dans le sens où voilà, on écrit un scénario, on prend et on écoute avec le logiciel ce qui se passe sur scène, et en temps réel, en fait, on vient raconter une histoire sur scène en changeant un petit peu le comportement des vidéos. Là, cet extrait, il est un peu drôle parce qu'il y a quelques exemples de live coding, donc petit clin d'œil à Julien Gachadois, qui permettait aussi voilà, d'explorer d'autres techniques, c'est-à-dire de comment faire du code en temps réel pour pouvoir avoir un résultat directement sur scène. Donc là, voilà, on est dans la scénographie, mais avec le support vidéo. Avant, on était vraiment sur le lien audio. Les autres projets, c'était de la LED. Donc on reste un petit peu dans le même domaine, mais c'est toujours un peu des pratiques différentes et des explorations différentes sur des supports différents, même si on reste dans le digital. Voilà, après j'ai pris d'autres projets un petit peu random qui sont toujours un petit peu dans un contexte scénographique, mais pas forcément lié à la scène en tout cas. Donc je vais essayer d'en présenter quelques-uns rapidement. En termes de contexte, on a par exemple une installation qui a été faite avec Victor Vieillard, qui est en haut à gauche là, sur l'écran, qui est une installation pérenne en fait, qui doit durer 40 ans, avec des LED qui représentent en fait le temps qui s'écoule entre deux spectacles. Aussi à Marseille, il y a eu des inaugurations pour Euronews, donc là c'est vraiment une commande pour quelque chose de très particulier, et là c'est du vidéo mapping, mais bon, toujours avec une dimension de code. Après voilà, des projets plus commerciaux on va dire, pour des marques comme Intel et Ray-Ban pour pas les citer, mais pour aussi montrer que voilà, c'est une partie du travail aussi, c'est de pouvoir jongler un petit peu entre les contextes on va dire. Voilà, par exemple, ce projet, on est vraiment dans un projet de commande. Donc, c'est un projet qui était fait avec des membres d'Antividja à l'époque, et aussi une autre agence. On est pour une grande marque de fringues. On est dans la mode. Et bon, à l'époque, on était vraiment casse-cou, on va dire, parce que là, on rentrait dans une démarche de commande assez importante. Et malgré ça, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur les écrans, il y a toujours cette idée de créer les outils, donc tout le système un petit peu de mapping et de création a été fait de zéro, en fait, ce qui permettait plus de liberté, en tout cas artistique, et plus de choix potentiels. Des fois, pour revenir un petit peu aux mots-clés que je citais tout à l'heure, il y a des fois parfois voilà, des travaux aussi où on est presque technicien, si j'ose dire. Là, c'était d'ailleurs avec Vadim Bernard et Depli Design, Vadim qui fait partie de la conférence, qui on a travaillé sur la scénographie d'une exposition qui s'appelle Osiris. Et donc là, c'était comment utiliser tout un système de particules vidéo mappées sur le sol, et pour faire en sorte que en fait, ces particules qui représentaient un petit peu le sable ne viennent pas toucher les objets, donc avec 6 projecteurs, etc. Donc là, on est presque dans un projet de technique, mais c'est tout aussi passionnant parce qu'on apprend plein de choses, et puis en plus passionnant de travailler avec des gens comme le studio Depli Design.
D'autres projets encore, là on commence à rentrer un petit peu dans le champ du machine learning qui est plutôt commerciaux, hein. C'est pour ça que j'essaie un peu de montrer tout le panel, hein. J'ai pas en tout cas de problème à montrer l'intégralité des choses. Ça, on est vraiment sur de la commande pour aussi une marque qui est une marque d'agence de voyage. Et l'idée, c'était de comment utiliser justement dans ce cas-là le machine learning. Et je pense que c'est intéressant parce que ça a été hyper moteur dans le fait de vouloir faire ce projet aussi pour en faire un produit. Et là, en l'occurrence, l'idée c'était d'utiliser, bon, c'était déjà il y a quelques années, hein, d'utiliser des techniques de face tracking et d'analyse d'émotions en temps réel sur les gens pour pouvoir en temps réel avoir un score de leur émotion et de leur réactivité tout en étant filmé, en voyant des vidéos, pour à la fin prédire en fait une sorte d'endroit idéal. C'est ça, enfin, je monte ce projet-là parce que c'est là où il y a vraiment un lien qui revient aussi tout le temps un petit peu avec les technologies, parce que finalement, faire ce type de projet-là, même si on va dire qu'artistiquement, il n'y a pas, il y a pas grand-chose, on va pas se mentir, c'est quand même super moteur parce que ça nous permet voilà, de voir comment on peut travailler avec ces différentes matières technologiques, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a voilà, une autre partie que j'ai mis là. Donc là-dedans, il y a pas mal de collaborations aussi, qui est plus la partie artistique, on va dire, ou de projets vraiment purement créatifs. Puis alors là, c'est un beau fourre-tout, en tout cas me concernant, un beau fourre-tout de collaborations, certains projets solo et d'expérimentation, on va dire. Donc il y a des projets complètement web, des projets vraiment de design d'objets, des collaborations dont je vais parler un petit peu plus tard, des projets scénographiques, des projets de pièces exposables, on va dire, un peu de net art aussi. Donc voilà, un petit peu de tout. C'est pour ça que comme je le disais un petit peu au début de la présentation, j'ai un peu de mal à définir parce que finalement les choses se font au gré à la fois des opportunités, à la fois des technologies qui émergent, à la fois des envies, des choses qu'on a envie de faire. C'est pour ça que on touche à un petit peu plein de choses et ça permet d'explorer un peu tous ces champs, en tout cas dans la pratique. Voilà, donc là juste une petite, encore une présentation très brève de projet. Ça c'est un projet récent qui malheureusement à cause du Covid a dû un petit peu stopper, mais on espère que ça va tourner. Donc c'est un projet avec Emmanuel Mailly et Hiro, qui est un spectacle pour les enfants où on utilise tout simplement la réalité augmentée, la vision assistée par ordinateur, pour ne pas dire computer vision, pour pouvoir faire un spectacle où en fait Hiro, qu'on voit à droite dans la vidéo, prend des dessins, les filme avec une caméra analogique, et à partir de ce qui est filmé à la caméra, on va venir pareil, encore une fois, raconter une histoire en utilisant la réalité augmentée, etc. etc. Et aussi lier ce que fait le musicien avec ce qui se passe sur scène. En fait, c'est vraiment des projets où il se passe plein de choses, en tout cas hors les murs, on va dire, enfin hors scène. Voilà. Un autre micro-projet qui était fait avec Pierre Delmas de Superscript, où on a voulu un petit peu essayer de rendre hommage en toute humilité, hein, d'une manière simple à certains algorithmes, tout simplement. Donc on a essayé de reprendre un petit peu des algorithmes ou des principes de code, on va dire, qui nous plaisaient, certains qui sont très vieux, vraiment des années 70-80, et en fait de les représenter d'une manière simple, c'est-à-dire partir d'un tableau, un algorithme, pour faire ces choses-là. Donc là, voilà, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de petits clins d'œil. C'est un petit projet plaisir qui allie code et design. Bon voilà, ça c'était un petit peu pour la présentation générale. Il y aurait plein d'autres choses à raconter évidemment, mais le cœur du sujet n'est pas là. Et donc j'y viens. Donc le machine learning dans tout ça. Alors, pourquoi j'ai présenté ces projets tout à l'heure, c'était bon, déjà pour me présenter, mais aussi pour expliquer le fait de, comment dire, de foyer, d'ébullition de technologies que enfin, j'utilise dans la pratique qui servent plein de projets différents.
Et ces outils, comme on a pu voir brièvement, ils varient beaucoup. Et le machine learning est arrivé, on va dire, même si au final c'est quelque chose qui est utilisé depuis des années dans plein de domaines. En tout cas, il a commencé à se démocratiser pour les artistes numériques il y a, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être 6 ans, 6 7 ans. Et ça se démocratise de plus en plus, et puis beaucoup de gens en entendent parler. C'est quoi le machine learning? C'est quoi l'intelligence artificielle, etc. Bon, je suppose que, vu que pour vous il est lundi et peut-être 16h30 maintenant, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est le machine learning, donc ça sert à rien de, de parler de ça, mais je vais essayer de montrer qu'est-ce que ça représente, en tout cas dans le processus créatif, en tant qu'outil, parce que finalement, encore une fois, moi je vois ça comme un outil pour réaliser des projets, mais en même temps, d'un autre côté, parfois les outils poussent à réaliser des projets. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ça peut être moteur aussi. Donc je vais voilà, prendre quelques exemples de petits projets qui ont été faits récemment, expliquer comment le machine learning s'est inséré là-dedans et quelles ont été les possibilités qu'elles ont pu donner. Donc je vais commencer par un projet qu'on a réalisé avec Cheval Vert il y a 1 an ou 2, je ne sais plus exactement, qui est un projet global qui était dans un parking, qui est un projet global de scénographie avec scénographie du lieu, tout un ensemble d'écrans qui diffusent des choses, que je vais expliquer tout à l'heure. Des objets aussi, qu'on peut voir dans la vidéo, qui sont autour de la visualisation de données, etc. Et cet ensemble, en tout cas, de pièces, ont servi à expliquer un petit peu quelle était l'activité au sein de ce parking. Donc voilà, je trouve que c'est des sujets assez intéressants. Et la question, c'est comment on mesure l'activité d'un parking, ou en tout cas d'un endroit. On va peut-être commencer par ça, je me suis dit. Donc, en fait, si on regardait un petit peu cet endroit qui est, on va pas se mentir, n'était pas un endroit formidable, c'est un endroit de passage où des fois on va passer 1, 2 personnes, on va passer des gens qui courent, des gens plus énervés, des gens avec une démarche plus douce, etc. Et je trouvais ça intéressant en tout cas de commencer juste par la base. Est-ce que tout simplement l'activité du parking, hormis les statistiques qu'on peut avoir sur un tableau Excel, c'est pas tout simplement ces gens qui passent. Et comment est-ce qu'on peut les capter? Donc là, le machine learning, ben, c'est intéressant. Pourquoi? Bon, on va voir pourquoi. Je vais faire une petite rétrospective, en tout cas de ça, mais très très rapide, en prenant des vieux projets. Alors ça, c'est vraiment un exemple d'il y a je sais pas, peut-être... oula, le son, il faut que j'enlève. C'est une blague que j'avais fait un peu lors de mes expérimentations il y a 15 ans. À la base, les gens commençaient à se servir pas mal d'OpenCV, qui est un outil formidable open source, sur le computer vision, qui existe encore, et beaucoup même, avec qui on peut faire, enfin, qui est un ensemble d'outils avec lesquels on peut faire plein de choses, en tout cas au niveau de l'analyse d'image, du traitement de l'image. Et OpenCV, bon, bah, ça a été magique en tout cas pour les possibilités dans l'art numérique. Et les premières choses qui étaient drôles, c'était d'essayer de capter les visages. Donc là, on est vraiment sur cette vidéo au temps préhistorique de la captation. Moi, je trouvais ça très drôle de prendre un documentaire, voilà, sur un film de baseball, et d'essayer de voir ces visages-là. Puis bon, voilà, on peut voir que ça bug, ça marche pas bien, c'est super erratique. Mais à l'époque, déjà, c'était super, quoi. Mais il y a eu plein de problèmes. Il y avait certaines personnes, ça marchait pas. On va dire selon, par exemple, certains critères comme la masse capillaire, ça marchait plus ou moins bien, etc. Donc on était quand même sur des choses un petit peu compliquées. Puis si c'était pas bien éclairé, ça marchait pas, etc. Bon, ça n'a pas empêché de faire énormément de projets. Mais j'ai l'impression, enfin en tout cas quand je vois ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on était vraiment un peu en mode boîte d'allumettes, quoi. Euh, Après, il s'est passé des choses, ça, tout le monde en a entendu parler. Oups, alors ça c'est encore, chaque fois je mets une petite blague à côté, c'est super vieux,
Il y a eu donc la démocratisation des caméras nuage de points, donc caméras de profondeur, avec la Kinect. Donc à partir d'un outil du jeu vidéo, les artistes ont pu s'approprier cette caméra qui était pas chère, qui était accessible et qui permettait de vraiment pouvoir capter la position des gens. Donc là, c'est pas que le visage, c'est vraiment la position. Mais comme on peut voir, bon, même si ça va mieux aujourd'hui, on peut voir au début de la vidéo qu'il y avait quand même 2-3 contraintes, dont l'une était avant de commencer la vidéo, de se mettre comme ça pour pouvoir calibrer. Et une fois qu'on était calibré, ça marchait. Donc ça, par exemple, dans le cadre de captation d'une activité où les gens passent, évidemment, on ne va pas leur demander de tout se calibrer. Puis l'idée, c'est pas forcément, enfin, c'est qu'il reste naturel, quoi. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, c'était formidable cet outil-là, parce que là, ça permettait de capter aussi la profondeur grâce à de la technologie, en tout cas dans la caméra. Et après, on recevait en tant que programme ces données-là, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, avec quelque chose qui était formidable, c'est que ça marchait aussi dans le noir, donc ça c'était pas mal. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça me paraît un peu de l'ancien temps, même si les caméras de profondeur ont plein d'utilisations aujourd'hui. Mais pour la captation de personnes, voilà, il s'est passé un truc formidable, donc grâce au machine learning, qui est vraiment la détection en tout cas de poses. Et là, on est dans une configuration totalement différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de caméra particulière, il faut juste une image qui peut être une webcam, et en fait, on capte vraiment tout super bien, plusieurs personnes à la fois. Tout simplement parce que voilà, on est dans des modèles qui ont été entraînés, annotés, des milliers d'images, avec un lien entre l'image et la pose des personnes. Et maintenant, donner une image à OpenPose, là, donc, que j'ai utilisé pour ce projet-là, pour faire une prédiction de la pose des gens par rapport à ce qu'elle a eu en entraînement. Et là, c'est un peu fou parce qu'il faut juste une webcam. Donc, ça, en fait, ça a permis de mettre cette webcam-là dans le parking, tout simplement, et de la laisser tourner. Et donc là, c'est super parce que en fait, voilà, ça a super bien marché. Et j'ai été intéressé de commencer à créer une sorte de galerie de portraits en fait, de personnes. Donc là, comme on peut le voir, chaque fois qu'il y avait une personne qui passait, je la captais. Alors évidemment, pas toutes les données, c'était vraiment que les données de pose, hein, pas d'images ont été gardées ni rien. Hein. C'était vraiment juste ce qui intéressait, c'était les silhouettes, enfin les squelettes. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de garder ces images brutes, essayer d'en faire une sorte de collection et d'essayer de voir ce qui se passait si on les mettait côte à côte, si on pouvait les comparer. Là, sur l'image de droite, en fait, si on les cumule, si on les met les uns au-dessus des autres, en fait, l'image qu'on voit à droite, c'est pas ce qui s'est passé en temps réel, c'est plusieurs personnes superposées les unes aux autres. Donc, en fait, on voit une autre façon d'activité au sein du parking. Et du coup, grâce à toutes ces données, ben là, après, on se retrouve avec un terrain d'expérimentation assez fou. Donc là, c'est vraiment des projets plaisir dans le sens où là, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre toutes ces données, essayer de voir ce qu'on peut en faire, en fait, tout simplement, avec une approche hyper expérimentale, hyper très texturale, en fait. D'essayer de voir si je pouvais utiliser ces données, voilà, lier les personnes les unes avec les autres, à quoi ça ressemblerait si on mettait un système de fluide avec, qu'est-ce qui se passe si ces silhouettes viennent déconstruire une grille, etc. etc. Et donc toute cette série d'explorations graphiques, on va dire, et de collections ont été exposées au sein du parking. Et voilà, enfin, pour recouper, en tout cas avec le machine learning, là c'est vraiment un outil, quoi. C'est-à-dire que ben voilà, on est passé des anciens temps où on pouvait un petit peu capter des visages, mais ça marchait une fois sur deux. Puis après, il y a eu la Kinect, mais c'était aussi compliqué parce que voilà, il y avait plein de contraintes, machin. Et puis là, aujourd'hui, voilà, capter des personnes de manière ultra fiable, ça marche en fait, c'est faisable. Bon, il y a deux, trois contraintes quand même. Une d'entre elles, c'est qu'en général, ça demande beaucoup de puissance. Alors après, on verra, il y a deux, trois alternatives, mais une des contraintes du machine learning, c'est ça, c'est que ça voilà, demande beaucoup de puissance, en général des GPU.
Donc c'est pour ça qu'effectivement, on finit avec une petite webcam, mais derrière, on a une grosse tour qui tourne avec une énorme carte graphique qui chauffe énormément et qui demande beaucoup d'électricité. Et on verra ça en quoi ça peut être problématique pour les gens qui veulent s'emparer de l'outil du machine learning dans leur pratique quotidienne, ou même en termes de découverte, parce que on n'a pas tous des machines comme ça, et on ne sait pas tous comment s'en servir. Et ça peut poser problème, surtout en ce moment. Là, je parle, on est le 15 avril, vu qu'il y a une pénurie mondiale de cartes graphiques, apparemment. Donc, parce que voilà, beaucoup de personnes veulent soit faire du machine learning, soit miner du bitcoin, soit jouer aux jeux vidéo, ce qui paraît plutôt cohérent en termes de pandémie, en moment de pandémie, quoi. Mais bon, par rapport à ça, on verra aussi un petit peu rapidement tout à l'heure. Il y a quelque chose de formidable qui se passe un petit peu aussi dans la démocratisation du machine learning et de son utilisation. C'est tous les efforts faits avec des gens, enfin avec des librairies en tout cas, ou des frameworks comme TensorFlow par exemple, pour porter toutes ces choses-là dans l'univers du web, c'est-à-dire que tout le processus de calcul est simplifié et peut être fait directement dans un navigateur. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, je le mettrai dans les références, mais c'est la même chose qu'OpenPose, mais juste ça marche avec votre navigateur normal et c'est assez simple à utiliser, à expérimenter, et ça ne demande pas des grosses tours, etc. Et ça, des choses comme ça, il y en a plein et c'est passionnant. Et c'est ce qui va s'améliorer, en tout cas dans les jours à venir. Un autre projet, alors ça c'est un projet qui utilise l'intelligence artificielle aussi, mais pareil, alors en fait c'est un peu à la fois un outil, puis à la fois un truc qui m'a donné envie de le faire. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un projet officiel, parce que c'était aussi le résultat d'un workshop, puis en fait il s'est fait un petit peu, il s'est développé. C'est toujours dans ce délire de récupérer les flux de caméras qui ne sont pas protégés. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des projets avec ça, mais c'est vrai que c'est assez passionnant parce qu'en fait, en quelques temps, je crois en 15 minutes, j'avais pu récupérer 25 000 flux vidéo non protégés et accessibles avec un petit peu de tout dedans. Et quand je dis tout, c'est tout, quoi. C'est-à-dire des gens chez eux, des restaurants, des rues, des lavomatiques, etc. Donc c'est pour ça que c'est un matériel qui, je pense, intéresse pas mal de gens. Ça a été utilisé par plein de formes différentes, mais j'avoue, j'ai eu un plaisir coupable à regarder un petit peu toutes ces vidéos, une par une, en faisant next, 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 next. Et je me rendais compte que j'avais un petit peu ce plaisir coupable à avoir une sorte de ah dès que je voyais quelqu'un. Parce qu'en fait, on voit beaucoup voilà, de caméras de rue déserte ou de choses où il se passe absolument rien. Finalement, c'est pas très intéressant. Mais quand on voit quelqu'un, oh, on a envie de savoir ce qui se passe, quoi, parce que là, ça y est, il y a de la vie, etc. Et en fait, juste à partir de cette simple petite émotion, je me suis dit, alors, en fait, c'est parfait si j'ai tout ça. Et si j'ai tous ces outils que propose Machine Learning, donc c'est-à-dire pouvoir voir s'il y a des personnes, aller très vite, etc., en fait, je vais essayer de faire en sorte que cette émotion-là soit automatisée. Donc, j'ai pris plein de petits Raspberry divisés en petits écrans. Et puis, derrière, sur un serveur, comme on peut voir sur l'image de gauche, je vais analyser assez rapidement en fait, les caméras en temps réel et essayer de détecter s'il y a du monde ou pas. Et en fait, sur l'installation qui est faite de ces petits écrans, je vais mettre en avant que les vidéos où il se passe quelque chose pour voir si constamment j'allais avoir cette émotion en regardant les écrans. Bon, mais spoiler, ça marche très très bien. Après, j'ai fait quelques variantes, mais que j'ai pas ici en vidéo, où en fait on peut aller extrêmement loin, c'est-à-dire il y a des modèles qui permettent de décrire la scène parfaitement. On pourrait tout segmenter, à partir d'une image, et grâce au modèle de machine learning, on pourrait vraiment tout déconstruire, quoi. Qu'est-ce qui se passe, combien il y a de personnes, si ces personnes-là ont quel âge, quel genre, le lieu, etc. Enfin, après, voilà, ça pose plein d'autres questions, mais c'est un sujet passionnant. Et voilà, tous ces outils, en tout cas, de détection, qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises
et dans certaines de nos rues en tout cas, sont tout à fait accessibles au commun des mortels en tout cas, via des modèles open source dont je vous partagerai des exemples plus tard. Voilà. Voilà, un autre contexte complètement différent. Avec Google Agriculture, on a essayé de voir comment on pourrait faire une sorte de vacances générées par l'ordinateur. Euh, euh, et donc on a fait une série de vidéos comme ça en utilisant les GAN. Donc le site GAN 2, c'est un modèle qui a été fait par NVIDIA. Donc je suppose que vous êtes euh, vous avez déjà vu ce type d'image, je reviens en arrière. Pour faire ce type d'image-là, il faut entraîner un modèle. Et pour entraîner un modèle, en fait, il faut énormément d'images pour faire en sorte après de pouvoir en générer d'autres qui soient presque parfaites. C'est pas encore tout à fait le cas, mais là, tout ce qu'on voit, c'est complètement généré, hein, c'est des images qui n'existent pas. Et en plus, la beauté de ce modèle fait par NVIDIA, c'est qu'on on peut naviguer sur les espaces latents et du coup faire des transitions un petit peu. Donc pour ça, c'est cet effet magnifique. Pour recouper, oui, c'est ça, il faut énormément d'images. Et en fait, je pensais à un truc. Je me disais, mais en fait, là, il y a un endroit où il y a énormément d'images. En fait, c'est Google Street View. En fait, j'ai commencé à prendre Google Maps et à faire des trajets. Des trajets des trajets cool, des trucs qui font plaisir. Donc là, on est en Italie, on se balade en Toscane, etc. Et de voir si, en fait, plus à partir de ces trajets-là, quelles étaient les images que je pouvais récupérer et combien. Et ben bon, enfin, voilà, c'est pas une nouveauté, mais le fait de le faire, en fait, ça m'a un peu sidéré. Il y a des millions d'images, en fait, des millions d'images archivées. Année après année sur des tonnes de points sur toute la planète, en plus avec quasiment 360 degrés. Donc je me suis dit c'est pas mal en fait parce que finalement on est dans un trajet, on peut aller où on veut et surtout on peut récupérer énormément d'images pour entraîner un modèle. Donc qu'est-ce qui se passerait si on allait prendre les images de ces trajets dans les pays, on peut choisir l'angle vers lequel on prend les images. Bon, et je vais aller prendre évidemment les images où il n'y a pas la route, parce que je ne vais pas avoir la route, je vais voir sur le côté, un petit peu comme quand on est en voiture et qu'on regarde le paysage. Et à partir de ces images-là, entraîner un modèle et utiliser StyleGAN pour voir un petit peu comment ça réagirait. Et donc voilà, là c'est quelques extraits d'images totalement génératives faites par le GAN. Mais voilà, l'idée c'était voilà, de générer ces images qui viennent en tout cas des images de Street View et après de rajouter, de les faire réagir en fonction de la musique et des fréquences. Voilà, vous pouvez voir ces vidéos. Enfin, si je vais peut-être mettre un exemple avec la musique, je sais pas si. Mais voilà, ça c'était un des premiers exemples avec de la musique. Bon voilà, je stoppe là, mais c'est bon, enfin c'est juste dingue. Enfin en tout cas, et là vraiment on est dans un truc. Bon, c'est pareil, ça a été utilisé par plein d'artistes, mais là c'est un contexte totalement particulier. C'est-à-dire que c'est Nvidia, donc le fabricant de cartes graphiques, qui arrive avec cet algorithme qui est un GAN qui permet de générer des images artificielles à partir de modèles entraînés à partir de plein d'images et de faire ces images aussi qui ont une sorte d'esthétique et de mouvement. Et en fait, enfin, il y a énormément de projets qui ont été faits autour de ça et beaucoup de gens, en fait, en tout cas, ont expérimenté avec. Voilà, moi, dans mon cas, ça a été d'utiliser les images de Street View, parce que je trouvais ça formidable les données. Puis en plus, je trouve ça dingue ces paysages en fait, hein, qui sont tout le temps différents et de les voir passer de l'un à l'autre. Mais voilà, c'est un contexte complètement différent d'utilisation. Ça fait poser deux trois questions quand même parce que ce type de rendu en fait
il a tellement été surutilisé que finalement l'intention c'est juste les images qu'on va donner au modèle et comment on va traiter ces images et dans quel contexte on va les utiliser qui va commencer à faire du sens. Et finalement le rendu, enfin en tout cas dans le cadre des GAN, vu qu'ils sont tous un petit peu similaires, on ne sait plus quel est l'intérêt ou quoi, mais bon, enfin bon bref, c'est quand même un terrain d'expérimentation formidable quoi. Enfin, j'ai vu pas mal de choses intéressantes, notamment avec la typographie, que je trouve chouettes. Euh, un autre projet avec Justine Aymar. Je vais tout mettre les crédits dans les ressources. Donc ça c'est un projet de Justine Aymar donc, que je vais aider à réaliser une installation faite de plusieurs lampes dans un espace qui sont enrobées de verre soufflé qu'elle a soufflé elle-même et qui intègre en fait des lumières, des LED et des moteurs qui vont les taper contre les parois en fait de ces verres. Elle parlerait du projet bien mieux que moi, alors je vais m'abstenir de trop parler du concept de ce projet-là. Je vais plutôt aborder l'aspect technique, en tout cas. Mais quelque chose qu'elle voulait faire, en tout cas, c'était de travailler sur les abeilles, parce que son père a des abeilles. Et l'idée, c'était de se dire comment, en fait, on peut utiliser les données des abeilles, bêtement, et essayer de les transposer un petit peu sur cette installation. Pareil, machine learning, c'est chouette. Ça, c'est un peu les vidéos donc, qu'elle a filmées. Donc moi, je vais te demander d'essayer de prendre des prises de vue, en tout cas d'abeilles du dessus, pour déjà être sûr qu'on ait quelque chose d'assez flat, quoi, d'assez clair. Et voir si déjà, en fait, tout simplement, on peut essayer de les capter, d'analyser leurs mouvements, d'analyser leur trajectoire. Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si on part d'un principe hors machine learning, on pourrait imaginer toute une sorte de technique différente pour analyser les mouvements de ces abeilles-là. Mais ça serait quand même super complexe de pouvoir savoir qui a bougé, quand et quels ont été les trajets individuels. Donc, première réaction, parce que c'est un projet récent enfin, qui a été exposé, qui va continuer à tourner. Ça a été directement, enfin là, même pas de réfléchir à des solutions alternatives, hein, c'est directement, ça a été d'essayer de voir quels sont les modèles de machine learning les plus adaptés pour ce type de job en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai essayé plein de trucs, comme on peut le voir sur ces vidéos, juste de la détection en fait d'objets. Donc alors ça c'est super, là on voit ça marche super bien. Le seul problème là, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, donc là c'est l'abeille qui est détectée, donc le modèle se plante pas, l'abeille bouge, elle est bien là, et là le chiffre qu'on peut voir à côté c'est un score en fait, c'est un score de confidence sur est-ce que je suis sûr que c'est une abeille ou est-ce que je suis pas sûr. Par exemple, si on regarde un petit peu en haut, il y en a un qui est à 0,5, là qui bouge pas, c'est pas une abeille. Donc on n'est pas sûr. Bon, enfin bon voilà, c'est un petit détail. Bon, tout ça très bien, mais en fait, ça ne nous aidait pas en tout cas pour le projet parce qu'on se retrouve avec plein de données, mais qui sont complètement déstructurées parce que d'une frame à l'autre, on ne sait pas quelle abeille est laquelle en fait et quel est son parcours, comme je disais tout à l'heure. Et là, c'est là où en fait on se rend compte que le monde de l'open source est passionnant et fascinant. En tout cas, je suis tombé sur des travaux, je crois, d'une université japonaise qui ont mis sous licence MIT ces travaux-là et qui en fait travaillent tout simplement sur la détection des abeilles. Donc en fait, on a juste essayé de faire marcher tout ça, etc. Et un petit peu, voilà, pour expliquer le processus, bah, c'est assez drôle hein, finalement, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut, par rapport à une image, aller annoter les choses, c'est-à-dire que image par image, on va dire, ça c'est une abeille, sa direction c'est celle-ci, etc. Et faire ça sur plein d'images différentes.
Et plus on a fait ce travail d'annotation-là, plus il est sérieux et plus il est vaste, plus le résultat sera bon. On a travaillé juste à faire ça pendant une journée, et je pense qu'on aurait dû faire un petit peu plus d'ailleurs. Les vidéos qui sont à gauche, c'est des résultats après juste peut-être 2 heures hein, de travail. Après, on avait un résultat vachement mieux. Mais comme on peut voir, en fait, sur les résultats, on a exactement l'identifiant de l'abeille, donc on sait laquelle c'est, et on peut savoir exactement quel est son trajet. Voilà. Donc là, vraiment, dans ce cas-là, voilà, sans le machine learning, ça aurait été compliqué. Enfin, moi, je vois pas comment ça aurait pu être possible. De réaliser ça. Et voilà, après tout le travail, c'est voilà, comment on prend cet outil-là, et puis après comment on le transpose sur l'œuvre. Après ça, c'est autre chose, c'est là où on va utiliser l'outil pour le mettre au service du créatif. Après voilà, on a exploré d'autres trucs aussi. On s'est dit, ah, mais ça serait quand même pas mal d'essayer de faire une sorte de prédiction en fait, du mouvement des abeilles, ou d'essayer de faire en sorte que l'ordinateur génère des abeilles. Donc en fait, on avait fait des tests comme ça, un petit peu euh, assez marrant. Là, ce qu'on voit en fait, c'est l'utilisation de machine learning dans du next frame prediction. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le modèle entraîné là est fait à partir de toutes les images de la vidéo qu'on a vu au début des abeilles. Et juste à partir de ces images-là, on va demander au modèle si on prend une image, de prédire et de générer quelle serait l'image d'après, qui vient. Et donc, en faisant ça, finalement, l'algorithme part d'une image réelle, va essayer d'imaginer l'image d'après, puis elle commence un petit peu à s'estomper. Et à partir de celle-ci, il va essayer d'imaginer celle d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, bah, même si le résultat, il est. On sait. Voilà, c'est pas parfait, on va pas se mentir. Mais on a quand même ce mouvement qui est là d'abeilles, on a ce ressenti-là. Et en fait, voilà, on a trouvé ça super intéressant d'utiliser ce matériel-là, tout simplement. Et donc, on a refait le travail d'annotation à l'envers en utilisant ce résultat-là pour reprendre ces itinéraires et ces mouvements et les appliquer sur l'installation. Et donc là, on est dans une sorte d'inception, quoi. Donc voilà. Et là, alors là, je vous montre un truc. C'est pas du tout. Faut le dire à personne. C'est sur un projet qu'on est en train de développer qui n'est pas du tout sorti et qui ne va peut-être pas sortir avec Arnaud Lafont, que je salue, où on essaie d'utiliser un petit peu cette technique pour voir sur plein de supports vidéo. Et là, voilà, c'est juste un exemple de type de rendu qu'on peut avoir avec la vidéo à gauche, c'est l'original, la vidéo à droite, c'est celle d'après. Et vu qu'on travaille sur quelque chose qui est autour de l'eau et des fluides, en fait, c'est juste. Là, finalement, cette technique devient carrément un type de rendu hyper intéressant, esthétiquement, et point barre. Et voilà, c'est formidable parce qu'après, on peut faire plein de choses et puis on est sur des choses infinies. Voilà. Un petit peu pour les projets, en tout cas, de machine learning. Il y en aurait eu d'autres, mais voilà. Enfin, en résumé, c'est marrant de parler tout seul comme ça, dans la caméra. Mais finalement, je me rends compte que la majorité du temps, ça reste quand même un outil pour faire des choses. Voilà. Des fois, euh, ça pousse à l'expérimentation, mais globalement, c'est plus un outil formidable avec lequel on peut faire des choses complètement folles. Sur la partie boîte à outils, je vais juste présenter des petites choses et partager dans le futur, du coup. Quelques liens si jamais vous ne connaissez pas voilà, juste d'outils d'exploration qui n'existaient pas avant, qui existent aujourd'hui, qui sont formidables. Bon, la première chose qui est dingue, c'est pour un petit peu recentrer ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les cartes graphiques et les grosses tours. Beaucoup, en tout cas, de modèles de machine learning ont besoin de beaucoup de ressources et on ne les a pas forcément à la maison. Et donc, il y a un outil formidable qui s'appelle Google Colab, qui sont des sortes de notebooks en fait, qui vont, comment expliquer ça, en fait c'est un serveur qui a des ressources en tout cas faites pour ça, faites pour le machine learning, donc des gros GPU,
qu'on va pouvoir utiliser pendant 24 heures pour faire plein de types d'expérimentations, entraîner des modèles, etc., etc. Et cetera. Et surtout partager en fait le code de ces choses-là et voilà, de pouvoir à la fois expérimenter et des fois aller un petit peu plus loin, même si c'est pas fait pour. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais voilà, j'ai juste fait une capture d'écran parce que c'est vrai que si on se met là-dedans sans savoir, ça peut faire peur, mais là par exemple, je prends l'exemple d'un modèle qui, à partir d'une image, va faire le travail de la Kinect qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire va essayer de recréer la carte de profondeur de cette image-là, ce qui peut être très pratique dans plein de choses. Et là, voilà, c'est juste un exemple que j'ai fait tout à l'heure, en faisant juste une recherche, c'est aussi dans les ressources. Vous montrer comment ça marche, en gros, c'est très simple, hein. Il ne faut pas avoir peur de lire, il ne faut pas avoir peur de regarder, parce que souvent les gens sont très... il y a un aspect très pédagogique et chaque bloc en fait peut s'exécuter. Et en général, ces blocs, il y a une description de ce qui se passe et pourquoi c'est fait, à la fois en termes techniques et à la fois parfois en termes concept techniques, qui permet en fait de comprendre comment ça marche parce que ça reste quand même un domaine assez compliqué. Mais dans l'expérimentation, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez tester par vous-même sans faire de développement. Là, par exemple, donc voilà, dans ce cas-là, j'ai juste appuyé sur tous les boutons play et à la fin, j'ai le résultat. Donc, ce résultat qu'on voit là, c'est la carte de profondeur de l'image d'un chien, qui est le modèle par défaut de ce modèle-là, qui s'appelle Midas, qui est fait par Intel. Voilà, donc c'est la photo qu'on voit à droite, c'est le chien, et le modèle a généré cette carte de profondeur où voilà, on voyait tout à l'heure le bleu et la prédiction voilà, de la profondeur. Plus c'est bleu, plus c'est profond. Voilà. Plus on est jaune, plus on est proche. Donc voilà. Et Google Colab, alors je vais essayer d'en mettre un maximum. Et il y a plein de choses à explorer et à tester tout simplement. Après, un autre truc super, c'est Runway. Enfin, c'est vraiment bien parce que là, du coup, on est un peu moins dans la débrouille, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme qui permet de pouvoir utiliser des modèles, d'entraîner aussi parfois des modèles et de les utiliser, mais avec une interface beaucoup plus simple que Google Colab. Donc n'hésitez pas à regarder parce qu'en fait il y a plein de choses et c'est très simple de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc là il y a plein de choses. Voilà, je sais pas si voilà, des choses un peu tout n'importe quoi, hein, mais transformer une photo de vous en Picasso ou alors enlever prendre une photo et enlever le fond ou alors enfin je sais pas des tonnes de choses. Donc c'est pour ça que je vous invite à explorer ça parce que ça permet de savoir aussi, de se tenir un peu au courant des choses intéressantes et d'une manière super simple. Et puis après, bon, bah, plein de choses, mais bon, là on n'a pas trop le temps, mais voilà, c'est aussi tout un écosystème plutôt en général assez ouvert. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de connexions avec des outils comme Processing, Open Frameworks, un autre site de ressources qui s'appelle Machine Learning for Artists qui a été créé et ML5 qui est formidable si vous utilisez Processing, même en JavaScript, c'est comment en fait utiliser tous ces outils-là en utilisant Processing, donc d'une manière très très simple et dédiée pour le web. Voilà, grosso modo, si vous avez un peu envie, même sans savoir programmer trop, tout le monde est à deux pas de pouvoir le faire et de pouvoir expérimenter en tout cas. Donc on vit vraiment dans une époque qui est cool par rapport à ça parce que voilà, c'est super ouvert. Voilà, et puis brièvement, en fait, c'est pas. En faisant cette liste, je savais pas trop comment faire parce que dans le machine learning, il y a des tonnes de choses qui sortent tout le temps. Ça ne s'arrête plus. Donc, comment choisir ou comment montrer les choses les plus intéressantes, etc., c'est quasiment un travail impossible parce qu'il y a vraiment de tout. Euh, mais juste, je suis allé un peu piocher dans les grands classiques, on va dire, qui marchent et qui se font aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu voilà, des choses qui sont utilisées ou que vous pouvez utiliser dans plein de projets. Euh, je commençais par ça parce que je pensais à, à une application vraiment concrète, en tout cas d'un de ces modèles. On pense à l'application ClipDrop, qu'on voit en vidéo sur la gauche.
Voilà, il y a un modèle de machine learning qui permet de faire de la segmentation d'images. Donc, c'est-à-dire on lui donne une image et le modèle va détecter automatiquement quel est on va dire l'objet principal sur cette photo et en fait la détourer automatiquement. Donc, dans le cadre de l'application ClipDrop, ce qui est superbe, c'est qu'il y a vraiment un intérêt en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle photo et on peut la transposer sur son fichier InDesign, etc. Donc, en réalité augmentée, etc. Donc, c'est quand même super et ça ouvre la porte à plein de choses. Encore une fois, c'est pas des choses folles. Alors là, on est plus vraiment dans l'outil, mais il y a plein de choses intéressantes qui se passent sur voilà, là aussi la restauration d'images, c'est-à-dire que euh, on peut prendre des images de mauvaise qualité, les augmenter, prendre des images en noir et blanc, les recoloriser, enlever le bruit sur les images. Enfin, il y a toute une partie, enfin, il y a des tonnes d'outils sur aussi le traitement d'images en général. Là, un truc hyper intéressant qui se passe avec OpenAI, j'ai marqué Clip, mais en fait, OpenClip, mais en fait, c'est Clip. Et je pense que c'est vraiment super intéressant. C'est tous les modèles qui travaillent entre la relation entre un texte et une image. Il y a voilà, énormément de choses à faire autour. Dans les ressources, vous pourrez regarder. Mais en quelques mots, comment dire, c'est vraiment c'est comment associer du texte naturel en tout cas à une image. C'est-à-dire pas forcément un texte avec des catégories, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des résultats de fou. C'est-à-dire moi j'ai fait des tests sur des peintures par exemple, de prendre 2000 peintures, entraîner le modèle à partir de ces peintures. Et par exemple on peut demander, je sais pas moi, montre-moi le désespoir de deux personnes à l'aube de l'humanité, et le résultat va être hyper cohérent sur la peinture par rapport à la requête, alors que ça va être une requête qui est hyper abstraite, enfin pas abstraite, très concrète, mais qui n'est pas montre-moi deux chats, quoi. C'est quelque chose, voilà, c'est aussi un langage naturel. C'est formidable. Ça, on a vu un petit peu tout à l'heure, mais moi, c'est un truc qui me passionne. Je trouve ça dingue, peut-être par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, mais comment recréer la profondeur à partir d'images. Donc, ça, il y a plein d'applications possibles autour de ça. Euh, Quelque chose de génial et enfin, que je. C'est un sujet qui est plus compliqué, peut-être, mais, euh, mais je trouve on n'en parle pas assez. C'est vraiment tout ce qui ce qui se fait autour de l'audio. En général, il y a une librairie qui est formidable, qui est celle de Magenta, où il se passe plein de choses. Il y a tellement de choses dans cette librairie, il y a tellement d'expérimentation que ça sert à rien d'y aller un par un, mais grosso modo, là, je faisais des tests récemment, c'est de prendre par exemple un chant d'oiseau, un enregistrement d'un chant d'oiseau, et le modèle va le transposer en notes MIDI. Et à partir de ces notes MIDI, on peut demander à notre modèle de commencer à les harmoniser entre elles. À partir de cette harmonisation, on va pouvoir demander d'imaginer la suite de la séquence de la musique et ça va donner des choses très cohérentes. Enfin, c'est un petit peu complètement dingue, donc je vous invite à aller voir. Voilà, encore une fois, des grands classiques, mais des choses enfin, qui moi me passionnent parce qu'elles marchent bien et parce qu'elles sont hyper intéressantes. Un outil comme Splitter qui fait par Deezer d'ailleurs, qui permet de, c'est un peu le rêve, enfin, c'est un peu le rêve de tous les DJ ou les gens aussi qui aiment travailler avec la représentation sonore. C'est on donne un fichier de musique et en fait grosso modo, la sortie ça va être la basse d'un côté, la batterie d'un autre côté, la voix d'un côté, le piano et le reste. Donc on se retrouve avec 5 pistes audio qui ont été générées à partir de ces modèles-là, ce qui est complètement dingue. Enfin moi ça me paraît complètement dingue. Après évidemment toutes les choses en fait qui paraissent standards aujourd'hui, mais qui sont reconnaissance vocale, génération de vocale, etc. Il y a des tonnes d'outils qui nous paraissent tout à fait normaux, mais bon derrière c'est des modèles de machine learning. Voilà, après, détection, plein de choses aussi, enfin ça c'est pareil, c'est un topic super fort en tout cas et qui marche très très bien, c'est voilà, détection d'objets sur une scène, détection de texte, etc. Il y a évidemment plein de choses qu'on a vu un petit peu avant, mais voilà, je trouve que c'est un sujet passionnant. Euh, et voilà, aussi un dernier petit truc que je trouve chouette, c'est Face API, qui est voilà, une librairie complètement dingue parce qu'elle
permet en fait, elle marche dans le navigateur, donc vous pouvez faire des applications web avec, et qui propose toute une panoplie autour du tracking de personnes, donc à la fois l'analyse d'émotions, le genre, l'âge, enfin tout plein de data qu'on peut utiliser assez facilement. Et voilà, c'est un peu fou de voir ces modèles-là. Enfin, je le montre comme ça avec un peu pas d'émotion, mais en fait, c'est assez fou de voir ces systèmes-là marcher dans le navigateur, quoi. Internet et pas avec des choses plus costauds. Donc c'est déjà quelque chose qui est vieux, parce que ça existe depuis un moment. Mais à l'avenir, ça va être un petit peu dingue ce qui va se passer en termes de possibilités, en tout cas par rapport à ces technologies, voilà, qui évoluent hyper vite, qui vont super vite, et qu'il faut suivre avec attention, parce que voilà, parfois ça peut être utile en tant qu'outil, et parfois ça peut être aussi déclencheur d'idées. Donc voilà, pas hésiter à regarder en tout cas tous ces sujets-là. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Voilà, donc ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis merci encore. Voilà.